Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Et aujourd'hui, on est accompagné du plus gros hater de Georgia, j'ai nommé Guigui. Comment ça va, Guigui? Ça va très bien et toi? Ben, ça va très bien. Et puis pour ton retour dans les podcasts après des si longtemps, Des siècles, on, on peut le dire. on l'a compris, on va parler des Gators de Florida. Déjà, je sais pas si tu t'en souviens, ça fait quand même quelques temps. On va faire un récap de la saison 2024, un peu les mouvements de la off-season, les départs, les arrivées. Ensuite, on va faire une revue de l'effectif et une review du calendrier. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le plus gros, le calendrier le plus difficile du Power 5. On peut le dire. On peut le dire. Déjà, parle-nous de la saison 2024. Comment est-ce que tu l'as vécu cette saison? Je te fais un petit récap. 7 victoires, 5 défaites en saison régulière, plus une victoire en ball game face à Tulane. 1-8-5 dans une année. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Vas-y, dis-moi avant que je donne mon avis dessus. Cette année, du coup l'année dernière, pardon, c'est vraiment passé en deux temps. On a eu un début de saison très compliqué, avec des grosses défaites, notamment contre Miami, notamment contre Texas. On perd contre Georgia aussi, et contre Tennessee aussi. Et il m'en manque une, je ne sais plus laquelle c'est. Mais ouais, début d'année très compliqué. Et en fin de saison, tout a commencé à cliquer. La défense a beaucoup mieux joué. On a eu l'émergence de DJ Lagoué après la grosse blessure de Graham Mertz. Donc, elle m'a laissé sur un très bon goût, pour le coup, sur de belles perspectives d'avenir. On en parlera un peu plus tard, mais on a eu des gros retours qui auraient pu se présenter à la draft. Donc, sur papier, ça annonce de belles choses. Ouais, mais effectivement, comme tu l'as dit, 5 défaites, tu as Miami, Texas A&M, Tennessee en overtime, Georgia et Texas. Bon, ça arrive à plein de monde de perdre contre Georgia et Texas. Surtout qu'en plus, Tennessee aussi. En fait, tu perds contre 3 équipes qui sont allées en playoff, déjà. surtout que contre Georgia, c'est le match où DJ Lagoué se blesse. Oui. Et on menait à ce moment-là. Et derrière, on enchaîne avec Texas, donc avec notre QB 3, du coup, parce que Murt était blessé, Lago était blessé. Donc là, on se fait ouvrir en 4, il n'y avait pas de match. Mais ouais, il y avait une stat, je crois que la stat, c'est DJ Lagoué n'a pas perdu un match qu'il a starté et fini. Ouais, bon après, c'est les stats d'Américains en mode oui, c'est le premier joueur à avoir atteint 20 000 points en ayant joué 8 minutes par match sur les 3 quarts temps. On le connaît. On prend tout ce qu'il y a à apprendre, mon frère. On prend tout ce qu'il y a à apprendre. Mais en tout cas, une saison où tu bats quand même LSU et Ole Miss qui étaient dans le top 25, surtout Ole Miss qui était, je pense, pour annuler leur chance de playoff, on va pas se mentir. Moi, je trouve que c'était une saison qui était très correcte. Moi, tu le sais, Guigui, je suis dans le train DJ Lagoué, Aceman depuis le début. Surtout avec un QB très jeune, il était true freshman et comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de pertes, de blessures, de choses qui sont plus ou moins bien passées sur la saison. Si on fait 2 minutes, un petit aspect sur Billy Napier. Billy Napier, c'est sa 3e année. Il rentre dans sa 4e année. Est-ce que pour toi, tu as des grands projets? Là, c'est la fin de saison, même sans parler des mouvements de off-season, etc. Toi, comment tu l'as vécu cette saison pour Billy Napier en mode, est-ce que c'était la fin pour lui? C'était l'année à pas manquer? J'ai été très critique de lui sur le début de saison. Aussi à cause des résultats, on va pas se mentir. Forcément, dans ces moments-là, tu es très, très dicté par la culture de l'instant, tu vois. Mais c'est aussi un peu ce qu'on a pu voir dans le reportage Netflix là, sur la SEC. Il a réussi dans une ère où quand tu es un gros joueur et que tu vois que ta saison part un peu en cacahuète, c'est facile de opt-out ou entre guillemets simuler une blessure pour se dire bon, la saison elle est foutue, je me prépare pour la draft. Il a réussi à garder tous les joueurs concernés, à garder tous les joueurs impliqués, même quand ça allait mal, même quand c'était compliqué. Et sa fin de saison en est la preuve, en fait. C'est là où ça s'est largement amélioré. Et donc, en fait, même quand tu regardais sur Twitter un peu, la fanbase avait vraiment shifté à leur avis. Il y en avait beaucoup qui demandaient sa tête. Apparemment, ça commençait aussi à récolter des fonds au niveau des boosters pour payer son buyout, carrément, pendant un moment. Donc non, c'est le problème de ces grosses facs, tu vois, comme Florida, comme LSU, comme peut-être Oregon aussi. C'est que malgré, peu importe où tu en es dans ta période de reconstruction ou quoi, c'est playoff or bust. Malheureusement,
nous, Florida, ça fait pas mal d'années qu'on galère un petit peu, qu'on a une espèce de ventre mou un peu chelou. Et en fait, la fanbase ne veut plus de ça. Et on est toujours un peu bloqué aux années Tim Tebow, où on doit être contenders tous les ans. Donc là, avec la fin de saison qui a donné beaucoup d'espoir à tout le monde, et comme tu l'as dit, avec le calendrier qui, on en parlera un peu plus tard, je pense, va être encore une sacrée épreuve. Bah là, je te retrouve encore dans une saison où, bah ouais, en fait, les attentes sont très élevées. Tout le monde sait que le calendrier est compliqué, mais en fait, c'est plus une excuse. Et là, globalement, ouais, ça va vite, surtout en troisième année, ça va vite ressembler à du playoff or bust, tu vois, ou playoff où Billy, on va gentiment te montrer la porte. Ouais, avec un petit chèque à la clé pour te buy out et aller chercher quelqu'un d'autre. C'est ça. Et après, tu repars encore dans un process de reconstruction qui est relou. Et enfin, moi, je suis pas pour, tu vois, en finale. Mais puis surtout dans le portail des transferts où vous avez quand même des sacrés joueurs. Hein. Je pense à DJ Lagoué. Moi, je dis pas que si Billy Napier s'en va, il partirait, mais potentiellement de l'instabilité, ça crée aussi des départs de joueurs. Étant donné que vous avez des très bonnes classes de recrutement aussi, et ben forcément, il y a des choses à penser. Au niveau des mouvements de la off-season, il y a eu beaucoup de joueurs draftés, Guillaume, qui sont arrivés à la fin d'éligibilité. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Hein. Shimer Dyke, le receveur, Cam Jackson, le defensive tackle, Jason Marshall Jr., le cornerback, Shemar James, linebacker, Graham Mertz, quarterback, Jeremy Croshaw, punter, Trequez Bridges, le cornerback, qui a passé par Oregon, faut le mentionner. Ouais. Tu fais bien. Elijah Badger, le receveur, et Desmond Watson, le defensive tackle, pour au moins les joueurs qui ont performé. Ça fait beaucoup de départs. Également, je ne sais pas si tu es titulaire, mais j'ai noté au niveau du transfert, du portail des transferts, Jack Pyburn, l'edge qui était 4 étoiles, et Jakim Jackson, le cornerback 4 étoiles. Tous les deux, ils partent à LSU. Et vous avez également une perte de Kelby Collins, le defensive line 4 étoiles, qui s'en va à Bama. Et TJ Searchy, le Edge, qui s'envoie à Texas A&M. Pas mal de 4 étoiles qui s'en vont. Est-ce que c'est des gars c'est des grosses pertes à la fois? Bon, les pertes à la draft, on sait, c'est des joueurs qui étaient performants, mais ces joueurs sur le transfert, est-ce que ça te fait mal pour toi ou il y a quelque chose qui se crée avec des jeunes et ça te dérange pas trop? Bah, on va être très honnête, oui, forcément, surtout sur la D-line, on a quand même 3 pertes, si je dis pas de bêtises, avec Pyburn, Collins et Searcy, sans compter les draftés. Ça fait mal, on va pas se mentir. Maintenant, on va dire que l'année dernière, en tout cas, on avait beaucoup de rotation sur la D-line. Donc, on a eu beaucoup de noms qui sont passés. Et on a beaucoup de mecs qui reviennent cette année, qui ont eu du temps de jeu et qui ont montré de belles choses sur la fin de saison. Tu vois. On a eu aussi, entre guillemets, la chance d'avoir le retour d'un mec comme Terry Sapp, qui a décidé de zapper la draft cette année et de revenir pour sa saison senior. Pareil pour Caleb Banks, notre D-line. Donc, on va avoir des joueurs d'expérience. À ça, il va y avoir quelques jeunes joueurs qui ont montré de belles choses l'année dernière, plus quelques belles recrues sur le portail. Et, pardon, pas sur le portail, sur la classe de recrutement lycéenne. Donc, on va dire c'était de la rotation parce qu'on a beaucoup de rotation sur la D-line, notamment, mais c'est pas irremplaçable, tu vois. Pareil sur les départs à la draft, tu regardes un mec comme Graham Mertz, que moi j'adorais, je pense que j'en ai assez parlé l'année dernière, mais on a DJ Lagoué derrière. Nos 2 receveurs, DK et Badgers, ça a été plus ou moins remplacé. Jason Marshall, le corner, il s'est blessé en début de saison, si je dis pas de bêtises, donc ça a donné du temps de jeu à d'autres mecs derrière. Chez Mark James, pareil, qui a eu des petits soucis de blessure pendant la saison, donc il y a des mecs qui ont pris de l'expérience derrière. Donc, il n'y a aucune perte vraiment insurmontable. Évidemment, c'était des très bons joueurs, mais pas insurmontable, tu vois. On va dire qu'en vrai, la plus grosse perte, je pense, c'est un mec comme Trequez Bridges qui avait transitionné de son poste de safety quand il était chez vous à quasiment un poste de cornerback extérieur avec toutes nos blessures et tous nos petits soucis l'année dernière. Mais je pense que ça va être ce joueur-là qui va être entre guillemets le plus dur à remplacer, je pense, où il y aura le plus de questions. Mais derrière, je pense que c'est pas de la perte game changer, on va dire, tu vois. Ouais, clairement. Puis surtout, vous avez quand même des arrivées assez solides. On avait parlé d'une classe de recrutement avec l'époque de DJ Lagoué, notamment, qui était un
un quarterback très en vue. Vous avez un coaching staff qui reste grosso modo le même trio, coordinateur offensif, head coach et coordinateur défensif. Donc ça, c'est pas mal, ça donne de la stabilité. Au niveau des retours, je pense que le plus gros retour, le joueur de retour, ça va être DJ Lagoué qui va être la star de votre équipe. C'est pas pour parler que de lui, mais ça va être un gros joueur. Au niveau du recrutement high school, vous avez la septième classe de recrutement du pays. Ouais. 2 receveurs dans le top 10. Je pense qu'ils ont voulu jouer avec DJ. Vernell Brown de third et Dallas Wilson. Dallas Wilson qui était d'ailleurs pressenti pour commit à Oregon. Juste avant de flip au dernier moment, je crois qu'il avait commit d'ailleurs à Oregon. Ça aurait fait une sacrée paire. Mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est des joueurs que tu vois qui vont start au poste de receveur, notamment avec du coup Dyke qui est parti et également Badger? Est-ce que c'est des gars que tu as entendu parler qui vont pouvoir start? Je sais pas trop, il y a du buzz également autour de Jaden Woods, l'edge 4 étoiles, qui pourrait intégrer la rotation dès son année 1. Un peu voilà, c'est quoi ton avis sur le recrutement lycéen et comment tu le sens cette année? Je suis vraiment épais sur cette classe de recrues parce que je pense qu'on peut avoir des joueurs qui vont être productifs dès leur année 1. Donc, tu as parlé évidemment de Dallas Wilson et Vernell Brown. Vernell Brown, d'ailleurs, qui est comment ils appellent ça, les recrues un peu heritage. Je crois que c'est son père qui était qui était Gators, son père ou son oncle, j'ai un doute. Les fils d'eux. C'est ça. Donc lui qui a grandi fan des Gators et qui a commit assez tôt, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, aux Gators et qui a jamais flip. Assez rare pour le noter dans cette belle époque qui est l'époque de la Nile. Donc non, je pense que énormément de buzz, énormément de bruit autour de Dallas Wilson. Alors ça vaut ce que ça vaut, on le sait très bien, mais bon, c'est quand même c'est un peu les seuls tapes qu'on a eu, donc c'est important de le noter. Il a battu le record de l'histoire de la fac de yards à la réception sur un sprint game. Ça vaut ce que ça vaut, on est tout à fait d'accord. Encore une fois, les records. Guigui, il faut que tu arrêtes de parler des records un peu bizarres. Non, mais tu vois, non, mais pour le coup, c'est un vrai truc, tu vois, parce qu'on en a eu des bons receveurs si tu remontes un petit peu, tu vois. Et donc, non, il y a beaucoup de buzz autour de lui. Il avait déjà, de toute façon, pendant son recrutement, c'était, je crois, il était dans le top 5 receveurs, top 10 receveurs. Ouais, de toute façon, c'est là les deux, Vernell Brown et Dallas Wilson, c'est tous les deux des top 10. Donc vous avez quand même deux receveurs du top 10 qui, mine de rien, arrivent chez vous. Avec un quarterback jeune également, ça peut faire très très mal, notamment sur l'année prochaine et l'année encore d'après, qui pourrait éventuellement, ça serait fou. C'est ça, surtout qu'on a deux mecs un peu installés, on va dire. On a Trey Wilson qui va entamer sa saison junior, si je dis pas de bêtises, qui a eu pas mal de soucis de blessure l'année dernière, qui a profité de la off-season pour tout soigner et être à 100% là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a l'arrivée de J. Michael Sturdivant, le receveur de UCLA, qui est... Pas mal, ouais. Il est pas mal. C'est d'ailleurs la seule recrue. On va pas forcément parler du portée des transferts en arrivée, parce que là, tu le mentionnes, c'est un peu la seule recrue qui arrive, mais comme tu le dis, effectivement, il arrive dans une receiving room avec de l'expérience et que moi, je trouve que c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, et en plus, je trouve que c'est assez intéressant avec DJ Lagoué, qui a une des plus belles deep balls du pays. Et J. Michael Sturdivant, c'est peut-être pas le receveur qui a le plus beau arbre de tracé ou l'arbre de tracé le plus développé ou quoi, mais sur les 50-50 balls, globalement, tu regardes une vidéo de highlight de lui, de 8 sur 10, c'est de la 50-50 où il t'arrache une balle sur la tête d'un mec, tu vois. Donc ça fit un peu dans le style de jeu de Lagoué, où c'est, et même le jeu de Florida l'année dernière, c'est beaucoup de courses, parce qu'on a un jeu de course qui est franchement intéressant et une O-line qui est franchement flippante. Et derrière, du gros deep shot derrière, donc juste en termes de receveur, tu vois, c'est pas un mec qui va finir first round l'année prochaine, tu vois. Mais je trouve que ça fit intelligemment dans notre système de jeu, on va dire. Ouais, carrément. Là, on a déjà un peu commencé la revue d'effectifs, c'est vrai, dans cette transition, pas transition réellement, mais on en a déjà parlé de DJ Lagoué au poste de quarterback. Tu as parlé également de la receiving room. Au niveau du tight end, tu as un gars un peu à suivre, un nom... juste un nom, un mec que tu te dis, ok, il y a quelque chose, ou alors forcément ça va plutôt passer par des receveurs que des tight ends? Ouais, non, du coup, niveau tight end, il n'y a pas de mec qui sortent du lot vraiment. On a deux gars qui vont se partager pas mal de reps, je pense. C'est Hayden Hansen
et le petit jeune Amir Jackson, mais pas de nom, on n'a pas de grosses stars à ce niveau-là. Tu Ouais, mais ça marche parce que au final, vous avez un peu je pense, si on parle de la boxe, au niveau du poste de running back, tu m'as, enfin là, tu m'as inscrit. Je suis en train de lire la revue d'effectifs qu'on a fait ensemble, hein, mais vois. Jadon Beau, le running back, Ouais. est-ce qu'il sera tout seul? Est-ce qu'il y aura un peu un comité derrière lui ou ça va être vraiment voilà, c'est quoi ses qualités? Non, je pense que tu vas avoir la rotation. Je pense que de toute façon, depuis que Napier est là, il a toujours instauré une rotation, que ce soit avec Montrell Johnson et Traitor Etienne au début. L'année dernière, il y a eu de la rotation avec Jaden Bow et avec Montrell Johnson. Donc, non, je pense qu'on va continuer à en avoir. Là, cette année, on va avoir Bow et Jackson, je pense, sur les deux, euh, deux principaux running backs. Mais je pense qu'on va beaucoup s'appuyer et j'espère qu'on va beaucoup s'appuyer sur notre running game parce que c'était vraiment une de nos grosses forces la saison dernière. Et je pense que pour un jeune QB, pour se développer, il n'y a rien de mieux que d'avoir un running game performant. Étant Qui, donné que vous avez en plus une O-line qui va être méchante cette année. je pense que ça va pas être. Il y a deux, trois D-line qui vont faire la gueule, je pense, cette année, ouais, en effet. Ouais. Mais Parce que parle-moi un peu de cette O-line, justement. bah, c'est ce que j'avais mis sur notre doc. Hein, c'est le mot d'ordre, c'est expérience. J'avais vu la stat. Sur nos 5 O-line starters de cette année, on a en tout en cumulé plus de 5000 snaps d'expérience, à commencer par notre leader sur la O-line, donc notre centre, Jake Slaughter, qui a fini All-American l'année dernière, qui était prévu comme un des meilleurs inside O-line pour la draft, et qui a décidé de revenir à Gainesville. Donc évidemment, Precision, All-American, tout ce que tu veux, mais Precision, je m'en bats un peu les reins. Moi, je serais content s'il est simplement All-American à la fin de la saison. Donc t'as des mecs comme lui, comme Austin Barber, notre tackle, qui vont être des mecs importants. Et autour de ça, on va avoir du KJ Harris euh, et quelques autres joueurs comme ça. On a une belle rotation sur la O-line. On a vraiment genre 6-7, je dirais, O-line qui peuvent, s'ils sont sur le terrain, je serais serein, tu vois. Et ça part Ouais. vraiment de là. Puis ça, pour un jeune QB qui sera pas sous pression, obligé d'aller cavaler partout, C'est ça. ça arrive beaucoup en college football, notamment par exemple, on pense à Washington cette année avec, avec leur QB de l'année dernière. Enfin, ils ont pris 10 sacs contre Oregon, 11 sacs, il me semble. Mm. Leur QB était freshman, il était tout le temps en train de courir parce qu'il cavalait dans tous les sens pour sa vie. Là, pour un jeune QB comme DJ Lagway qui va avoir à la fois un très bon running game, à la fois un passing game qui va être assez vertical avec du temps pour lancer dans cette O-line. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on serait pas face à une top 5 des attaques du pays et on peut déjà le lacter, toi et moi, ici, maintenant? Alors, offense du pays, je sais pas, parce que moi j'ai un gros problème avec le play calling de Billy Napier, donc j'espère que ça va s'améliorer à ce niveau-là. Mais si on parle juste O-line, je n'ai aucun problème à dire qu'on a une des 5 5 meilleures line du pays. Ça, par contre, ouais. Bah ça fait plaisir. Et du côté de la défense, parle-moi un peu déjà du front seven et du backfield, un peu comment voilà, elle va s'articuler sa défense, les joueurs importants de cette défense et au niveau des escouades, et puis on pourra passer sur le calendrier. Ouais. Bah, je vais essayer d'éviter de faire trop de name dropping, tu vois. Je vais essayer de garder un ou deux joueurs sur chaque poste. Donc j'en ai parlé un peu plus tôt sur la D-line de Caleb Benz et Tariq Sapp, qui sont deux mecs qui auraient eu leur nom appelé pendant la draft l'année dernière à 100%, qui ont décidé de revenir. Deux gros artisans aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre belle fin de saison en défense. Les mecs sont vraiment après, on step up l'année dernière sur la deuxième partie de saison, c'était impressionnant. J'ai le match de LSU en tête. Je crois qu'on finit à un truc genre 8 ou 10 sacs sur Garrett Nussmeier. Donc vraiment de belles choses et ça va être nos deux leaders sur le front seven. C'est deux anciens, c'est deux seniors. Je crois que les deux sont à 5 ans, sont sur leur cinquième année. Donc ça va cogner, comme on aime bien dire. Au poste de linebacker, moi celui que j'attends vraiment, c'est Miles Graham. Donc c'est lui qui avait pris la place de chez Mark James quand il a eu ses petits soucis de blessure, qui était true freshman aussi l'année dernière, qui a montré de super choses, notamment sur le match contre Ole Miss, si je dis pas de bêtises,
où il fait vraiment un super match. Donc pareil, il va être aligné aux côtés de Pup Howard. Donc on va avoir une belle paire de linebackers. Je suis assez content. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure des fils d'eux. Matt Graham aussi est un fils d'eux, d'ancienne gloire de mes chers Gators. Et sur le poste de DB, c'est là où il y a où il y a le plus de questions. On a eu un peu des mecs sur courant alternatif l'année dernière. Donc notamment au poste de safety, poste de corner, il y a pas mal de questions du coup avec le départ de Jason Marshall. Donc moi ce que j'ai mis pour pas faire de name dropping, on va s'arrêter là parce que c'est un mec qui a beaucoup fait parler dans sa jeune carrière. C'est Cormani McLean, donc l'ancien corner 5 étoiles qui avait commit un peu partout, hein, on va pas se mentir, qui avait fini à Colorado, c'était pas super bien passé, qui avait transfert chez nous, et c'est assez important de le préciser, pour un ancien 5 étoiles en tant que walk-on l'année dernière. Après, avec la Nil, maintenant, Walcon, ça veut plus rien dire. Hein. Certes, oui, non, mais tu vois, juste. 80 patates direct. Hein, ouais, mais pour l'ego des mecs, je pense que quand tu passes de 5 étoiles à Walcon, ça te calme un petit peu. Oui, après, je pense que mine de rien, enfin, aujourd'hui dans le collège football actuel, il y a les bourses, on s'en fout, et en fait, c'est des gars qui ils veulent un peu de la thune et ils s'en foutent. Si t'es starter, que t'as ta bourse ou pas, c'est pas trop grave. Oui, mais c'est sûr. Donc vraiment, la faiblesse de cette défense, ça va être le backfield. Surtout quand on voit des équipes quand on voit les équipes que vous allez affronter, notamment du LSU qui va passer pas mal la balle, Ole Miss avec Austin Simmons, ça va passer la balle. Est-ce que tu te sens serein? Bon, on va pas forcément parler du calendrier maintenant, mais est-ce que tu dors sur tes deux oreilles ou pas avec cette escouade de DB? Je dors sur mes deux oreilles avec notre défense. On va dire ça comme ça. Parce que si on a notre front seven qui repart sur les mêmes standards que la fin de saison dernière, on n'a peut-être pas les meilleurs DB du monde, mais mon ref, tu vas pas avoir 5 secondes pour lancer ta balle à chaque action. C'est ça, ils vont devoir couvrir pendant 2,5 secondes, ça va. C'est ça. Et c'est des mecs, les mecs qu'on a, c'est des mecs, ils sont pas mauvais, mais ils sont un peu sur, on va dire, inconstants à des moments à la saison dernière. On a pas mal de mecs qui ont joué, donc qui ont pris de l'expérience. Donc ça, c'est quand même un point positif. Qui ont montré de belles choses sur la fin de saison. Je pense à Dijon Johnson, je pense à Moore au poste de corner. À mon avis, ça va être ces deux-là et Cormani McLean, qui a pris un gab monstrueux cette année. S'il était en NFL, le frérot, je peux t'assurer que ça toquait à 6h du mat pour lui faire pipi dans un petit gobelet. Oh, t'inquiète pas, il y a des mecs à la NCA qui vont faire les petits contrôles. Ah, je pense, parce que là, frère, le Boog, il a pris, je crois, quasiment 10 ou 12 kilos de muscle. Là, j'ai vu les photos. Eh bien, va falloir faire ça. Notamment parce qu'il avait mon gab l'année dernière, frère. C'est plus pareil, là. Hein. Ouais, il va falloir être solide sur les appuis, notamment quand on voit votre calendrier qui est compliqué. Ouais. Je te le fais, Guigui. Vous commencez la saison par Long Island University. Hein, donc, ça, on sait, c'est les adversaires de sec. Très, très dur pour commencer. Ouais, commence pas. On va t'attraper le col, là. Ensuite, vous recevez South Florida dans un derby floridien. Vous déplacez à LSU, à Miami. Vous recevez Texas. Vous déplacez à Texas A&M. Vous recevez Mississippi State. Vous avez un bye week, et ça, c'est plutôt agréable, avant Georgia à domicile. Vous vous déplacez à Kentucky, à Ole Miss, et vous recevez Tennessee et Florida State. Le stretch LSU, Miami, Texas A&M. Ah frère, faut se mouiller la nuque. Hein. Voilà, Mississippi State, c'est un bye week en lui-même, malgré que ce soit de la sec. Ouais, mais quand le problème, c'est gagner, mais quand t'as joué joué les 4 matchs d'avant, là, t'es pas sûr d'être à 100% et d'avoir tous tes titulaires parce que tu peux avoir de la casse. Ouais, c'est chiant. Et puis après, tu vas jouer Georgia. T'as un bye week entre le 18 octobre et le 1er novembre. T'as une semaine de bye week. Ça va être très, très agréable hein, pour vous, je pense. Surtout avant la réception face à une grosse rivalité. Tu sais où il est joué le match? Je vois que Georgia c'est à domicile, mais qu'il est en neutral field. Enfin, c'est à Jacksonville comme tous les ans.
Ah, c'est à Jacksonville, ok. Ouais. Bon, bah, ok, j'avais plus la ref, mais effectivement. Donc, on l'a vu, hein, à part ton ouverture face à Long Island et South Florida, les matchs ça va être compliqué. T'as ton énorme stretch. Moi, si je devais pronostiquer, je pense que t'as rien assuré. À part Long Island University, South Florida, Mississippi State, Kentucky, t'as rien assuré parce que Florida State, ça peut être dangereux en fin de saison. Ne Les mens mecs, pas à nos auditeurs, ne mens pas à nos ils auditeurs. sont en barreau d'honneur. Ces matchs-là, les matchs de rivalité, c'est toujours des matchs qui sont complexes à juger. Mais déjà, si tu valides les 4 victoires, bah, il t'en reste 3 ou 4 à gagner pour ce que je jugerais, moi, personnellement, être une bonne saison au vu du calendrier. C'est qu'au vu de la hype qu'il y a pour Florida, moi, j'ai envie de pronostiquer beaucoup plus. En revanche, au niveau du calendrier, que du back-to-back, tu te déplaces à LSU, tu te déplaces à Miami, tu reçois Texas, tu vas à Texas A&M. Voilà, ça fait beaucoup. Il va falloir être solide. Voilà, moi je vais pas te mentir, je suis dans le train de DJ Lagoé, Aceman, il est prédit. Voilà, c'est un gars que cette année, Florida, je vais regarder tous leurs matchs. Peut-être Long Island University, je vais pas le faire, mais le reste, ça va regarder en tout cas. Je pronostiquerais réalistiquement un 7-5 comme l'année dernière, mais en étant vraiment optimiste, un 9-3. Toi, de ton côté, on sait, t'es très vocal. Qu'est-ce que tu pronostiques? Bah, déjà, tu sais très bien ce que je vais pronostiquer. Par principe, pour le running gag, le 11-1 et DJ Lagué et Heisman. Le 11-1, du coup, de défaite contre Florida State, ça tirait? Je te jure, je la prends, frère. 11-1, défaite contre Florida State, mais tu me donnes les papiers, tu me donnes les papiers maintenant. Mais frère, ça veut dire que déjà, on est au SEC Championship Game, parce qu'on a un vaincu en SEC. Ça veut dire qu'on est assurément en playoff. Donc, les petits frères de Tallahassee, là, ils auront difficilement 3-4 victoires. Si on veut leur enfiler une 5e, allez-y, les gars, on se fait une petite bye week avant le SEC Championship Game. Allez, s'il y a besoin, je mets un casque, une épaulière, je joue receveur. Il n'y a pas de souci, tu vois. On peut s'arranger. Ok, bon, allez. Mais du coup, maintenant, on va commencer à réfléchir un peu plus. Non, moi, le vrai problème que j'ai de cette saison, c'est que, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, va falloir aller en playoff. Hein. Là, le problème, c'est qu'on n'a plus trop le choix. Parce que ce soit la fanbase ou un peu les décideurs, comme on dit, là, en fait, ça y est, le bénéfice du doute, le machin, là, c'est. Tu sais, on aime bien dire, déjà beaucoup de gens, mais nous aussi dans le podcast, on le dit souvent, qu'un coach, tu le juges vraiment à partir de sa 3e année, où là, il a vraiment son équipe qu'il a recrutée, qu'il a façonné dans le sens où il voulait. Là, on est en plein dedans, là. Donc là, en fait, va falloir scorer, va falloir en fait arrêter de perdre les matchs que tu perdais d'une possession un peu l'année dernière. Je pense à Tennessee, par exemple. L'année dernière, encore une fois, tu as encore ce gros what if du match contre Georgia. Qu'est-ce qui se passe si le DJ se blesse pas? Donc là, va falloir croiser les doigts et allumer tous les cercles que vous pouvez pour que DJ passe une saison sans trop pépin de blessures. Parce qu'il en a eu pas mal pendant la off-season. Des blessures qui découlaient un peu de la fin de saison dernière, qu'il a soigné un petit peu, pas forcément de la façon la plus smooth, on va dire, possible. Donc non, moi il nous faut un minimum un 9-3. C'est horrible de dire ça avec ce calendrier, mais 9-3 avec ce calendrier, vous êtes en playoff. Hein. Ah oui, ça, on peut me dire ce qu'on veut. Et même si on fait 9-3 et qu'on perd contre Texas, Georgia et LSU, qui sont globalement nos 3 plus gros matchs, même ça, je pense que ça nous met en playoff. Oui, mais en même temps, vous allez avoir la quality loss et on sait ce que le comité en pense de la SEC et tout le lobby qui est fait autour. On va pas rentrer dedans, mais effectivement, une saison en 9-3, ça serait les playoffs au vu du calendrier le plus dur du college football cette année. Hein, je vais pas l'assurer à 100% parce que votre strength of schedule, peut-être qu'il est top 5 en tout cas, mais c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile, hein. Mais Kentucky doit avoir un plus gros strength of schedule parce qu'il vous joue vous. Enfin bref, j'en sais rien, mais Kentucky, ça joue mieux ces dernières saisons. Faut faire attention. Hein.
Non, mais je dis pas que c'est l'équipe du siècle, attention. Mais je dis juste que c'est pas une victoire quand il fait 40 degrés à l'extérieur et puis voilà, il y a toujours record. Puis quand t'as mangé un mafé avant, voilà. Non, mais tu vois, mais le problème, c'est que maintenant, même les petites équipes, c'est plus des petites équipes. C'est que, encore une fois, tu vois, je dis pas que, je prends l'exemple de Kentucky. Kentucky, c'est pas l'équipe du siècle, ça joue pas les playoffs, on est tout à fait d'accord. Sauf qu'en fait, Kentucky, c'est pas l'équipe qu'on jouait il y a 5 ans, qu'on giflait, que c'était une bye week, et vas-y, on passe à autre chose. Ça sort du mec à la draft tous les ans ces dernières années, ça bosse de mieux en mieux. Même ces matchs comme ça, tu vois, toi, tu l'as mis quasiment dans une victoire un peu assurée, et moi, je suis même pas là-dedans, tu vois. Je pense, je le compte en victoire évidemment, mais je le vois moins entre guillemets facile que toi, tu vois. Oui, non. Après, c'est que au vu de la hype de l'équipe que moi Évidemment. je me fais voilà, j'ai une très très grosse estime de cette attaque à venir. Donc je me dis que même si tu dois aller dans un shootout parce que ta défense elle a un peu du mal, tu peux y aller. Tu peux aller scorer ton 40 points, tu peux aller scorer toutes les semaines, tu as une chance d'aller scorer des points. Si le play calling suit, évidemment, on est bien d'accord. Mais tu as le talent pour, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important à Florida, c'est que malgré le calendrier compliqué, malgré des joueurs qui sont jeunes, il y a full talent. C'est du talent de fou malade. On est dans je pense, une ère où, avec le talent que tu as accumulé, tu vas gagner des matchs que avec le talent. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il y aura un match contre Kentucky, par exemple, tu ne seras pas dedans, tu auras fait 2 turnovers, mais à la fin, tu vas arriver à gagner le match parce que tu es juste meilleur qu'eux en face. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, surtout dans la preview de cette saison. Je pense que le 9-3 est optimiste. Et réalistiquement, c'est un 7-5, 8-4. Et ça serait bien. Déjà, un 7-5, ça serait bien au vu du calendrier. Un 8-4, moi, je serais content. Après, évidemment, on n'est pas dans le même. Mais tu vois, le vrai problème. Niveau de fandom, tu vois. Le vrai problème, c'est que je pense qu'un 7-5, Billy se fait têche. Oui, mais en même temps, après, c'est le college football d'aujourd'hui, quoi. Oui, non, mais ça, mais le truc, c'est que le calendrier, il est stylé. Et on pourra pas le changer. Donc, en fait, ça servira pas d'excuse. Et en fait, il y a un deuxième truc aussi qu'il va falloir que Billy se mette dedans. Va falloir commencer à gagner nos matchs de rivalité, en fait. Parce que se prendre la sauce que tu as pris contre Miami, allez, c'était en ouverture, machin, vas-y, ok. Contre Tennessee, c'est chiant. Contre Georgia, c'est encore chiant. On a battu LSU l'année dernière. Mazel tov. Cool. Mais on a un peu pris le pas là, ces dernières années de ne pas gagner nos matchs de rivalité. Et bon, on bat Florida State, mais l'année d'avant, ils nous battent. Ça aussi, au niveau de la fanbase, ça te met pas l'air. En vrai de vrai, tu vois. Si tu perds contre Kentucky, mais que tu as envoyé 2 gifles à Tennessee et LSU, on te la pardonne, la défaite contre Kentucky. Elle fait chier, mais on te la pardonne. L'inverse, c'est beaucoup moins vrai. On va pas te pardonner une défaite contre LSU parce que tu as gagné contre Kentucky. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et ces dernières années, les matchs de rivalité, bah, c'est pas notre fort. Et c'est un peu le problème. Parce que ça, dans le cerveau des fans, bah, ça joue aussi. Parce que tu peux perdre 3 matchs, mais tu peux pas perdre 3 matchs contre n'importe qui, en fait. Ouais, et puis faut surtout gagner des matchs assez rapidement. Parce que, comme on avait déjà parlé, hein, l'année dernière, c'était un peu dur à se mettre en route. Là, va falloir être dès le match 3. Au match 3, t'as pas intérêt à être encore rouillé parce que tu as joué South Florida et l'ogre de Long Island University où on connaît tous le rooster entier, quoi. D'ailleurs, petite info pour ceux qui nous écoutent et qui se demanderaient si regarder le match contre Long Island University est une bonne idée. Il y a un monde où DJ Lagway ne joue pas plus d'une mi-temps. Oui, forcément, mais de toute façon, c'est comme par rapport à sa fin de blessure, à sa fin de rehab, à son machin, même aux entraînements, il est sur un snap count. Donc sur ce match-là, il y a moyen qu'il le soit aussi, peu importe le score. Allez, 4 drives et puis t'y vas, quoi. Mais en tout cas, la saison, on peut le dire, hein, elle va être excitante. Je pense, Guigui, tu vas être devant tous les soirs, tous les samedis soirs, et c'est sûr qu'on sera derrière toi.
Je vais encore perdre des années d'espérance de vie avec cette saison, je te le dis. Hein. Ah, Ça, c'est terrible. Il faut la montre connectée pour voir le rythme cardiaque en quatrième quart contre Georgia ou contre LSU ou des trucs comme ça. Agroger l'Apple Terrible. Watch. Je vous enverrai les screens si vous voulez, mais je crois qu'il n'y aura pas grand-chose qui va battre le Florida-Utah d'il y a 2 ans, là, où ça se termine Ah, c'était à terrible. 30 secondes de la fin, 6 heures du mat. Je me mets à sauter chez WAM. J'avais mis mon coussin dans la bouche pour pas gueuler, pour pas me faire insulter par les voisins. Ah ouais, Frère, tout ça avec du café ou du Red Bull pour te dire, et puis là, ça y est, ton rythme cardiaque, putain, le cardiologue, il t'appelle en mode, t'es sûr, frérot, que tu veux faire 100 ça ou 180 au repos, mon gars. Aucun effort physique, mais 180. Et des ça athlètes? pulsait, hein. Ouais, il faudrait pas ça. Mais non, clairement. Mais en tout cas, la saison, elle va être trop cool. Guigui, je te remercie pour la preview. Est-ce Ben, que tu merci as à toi. voilà, une phrase de fin? Go Gators, mon gars. S'il y a une saison à suivre, s'il y a une saison à. Si tu cherches une équipe à te mettre là, et que tu veux une saison bien palpitante, frère, faut venir à la maison. Hein. Faut venir à Allez, Gainesville on te retrouve au swamp. et là, tu vas kiffer. Hein. On te retrouve au swamp. Eh ben, Guigui, je te remercie pour la preview, et puis on se dit à la prochaine. Bye bye tout Avec le monde. grand plaisir. Ciao tout le monde.